Salut l'équipe, c'est Lovalist. Lors d'une dernière vidéo, je vous avais demandé de me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc j'ai fait une petite sélection, je suis obligé de choisir un petit peu les questions que vous m'avez posées, donc désolé pour celles et ceux qui n'auront pas été sélectionnés, et puis aussi n'hésitez pas à voir les précédentes vidéos FAQ, parce qu'il y a sûrement des questions que vous vous posez auxquelles j'ai déjà répondu. Allez, c'est parti avec la première question qui m'a été posée 2 fois, par rapport à la Coupe du Monde féminine, est-ce que je vais la couvrir ou pas? Parce que je vous rappelle que la Coupe du Monde de rugby féminin s'ouvre le 8 octobre prochain. Alors oui, je pense que je vais faire quelques vidéos à ce sujet, parce que je suis supporter des Bleus, quelle que soit l'équipe. Après, ça va aussi dépendre de l'accueil que vous faites à ces vidéos, parce que lorsque j'ai fait une vidéo sur le 15 de France féminin, sur le débrief du crunch, donc face à l'Angleterre lors du dernier 6 Nations, la vidéo a pas été du tout regardée, il y a très peu de gens qui ont cliqué dessus, et donc en fait, ça n'a pas intéressé grand monde sur la chaîne, j'ai eu l'impression. Et personnellement, ça me fait chier, parce que j'aimerais davantage mettre les filles en avant sur la chaîne, mais si je passe 15-20 heures à faire une vidéo et qu'elle est vue par à peine 10% des gens de la chaîne, c'est pas non plus rentable pour moi en termes d'investissement et de visibilité, sans parler de ce qui est du retour sur investissement en termes de monétaire, mais ça c'est pas très grave. Mais en même temps, si tout le monde réagit comme ça, bah forcément on parlera jamais du rugby féminin, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et en fait, moi mon plus gros problème, c'est que comme je fais tout seul, l'écriture, tournage, montage, etc., ça va aussi dépendre en fait de l'accueil que vous faites à ces vidéos. Sinon je trouverais d'autres moyens de parler des filles, des contenus plus interactifs. J'aimerais bien interviewer des joueuses des équipes du top 8 ou du 15 de France. Mais je pense qu'il faut que je trouve des moyens de mettre les filles en valeur sur la chaîne. On passe à la deuxième question de Maxime. Salut Lovalist, est-ce que tu prévois de faire des contenus style Vinsky ou Valentin Linard? Ça pourrait être incroyable. Salut, donc merci pour ta question très pertinente. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Valentin Linard et Vinsky, je connaissais pas non plus avant, je suis juste allé regarder. C'est donc des youtubeurs foot qui font beaucoup plus de vidéos sur le terrain, donc ils se filment en train de jouer, notamment des trucs en immersion avec leurs équipes. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, là pour l'instant je sais pas si j'ai les moyens de le faire, il faudrait que j'ai un cadreur. Moi comme je fais tout seul, c'est assez compliqué d'avoir de devoir gérer un tournage et en même temps de se mettre dans un match avant de rentrer sur le terrain, surtout au rugby où il faut être un petit peu préparé mentalement à aller au combat. Et aussi en termes de matos, il faudrait que je fasse un peu évoluer ça parce que je peux pas rester avec mon matériel un petit peu vieillissant qui est là. Il faudrait que j'ai un stabilisateur, il faudrait que j'ai une caméra un peu plus dynamique pour filmer des actions rapides, etc. Mais ça se réfléchit, honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, ouais. Troisième question, comment vas-tu couvrir la Coupe du Monde qui arrive? Vas-tu faire des épisodes pour présenter les différentes équipes avec points faibles, points forts et l'objectif qui peuvent se fixer? Et lors de la Coupe du Monde, quel rythme vas-tu adopter? Vas-tu débriefer chaque match, seulement ceux de la France, ou ceux que tu jugeras intéressants à débriefer? Donc déjà, merci pour ta question. J'imagine que tu parles plutôt de France 2023. Et oui, je prévois de faire ce genre de format, c'est ce que j'avais déjà fait pour la Coupe du Monde 2019. J'avais fait toute une série durant l'été pour un petit peu expliquer l'histoire du rugby dans les nations majeures de la Coupe du Monde et les prétentions qu'elle pouvait avancer par rapport à la compétition. Donc je pense que je vais faire quelque chose un petit peu dans la même veine, mais qui sera beaucoup plus sur l'analyse entre guillemets de leur capacité quoi. Et au niveau du rythme, je me suis encore rien fixé, je suis pas encore dans cette optique là pour l'instant, je suis sur d'autres projets et la Coupe du Monde va arriver très vite et je vais vite basculer dessus. Mais bien sûr, je vais d'abord débriefer principalement les Bleus, et si après j'ai le temps de caler des débriefs d'autres matchs entre des grosses nations, je pense que je le ferai, ouais. Une question de Mathieu, ne penses-tu pas qu'il y a obstruction des Blacks sur leur essai en touche à la finale de la Coupe du Monde 2011? Merci pour tes vidéos. Alors si, je pense que l'essai n'est pas hyper licite, avec un arbitrage un peu plus rigoureux, je suis pas sûr qu'il aurait été accordé, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est même pas forcément pour moi la chose la plus aberrante qui s'est passée sur ce match. Si tu pouvais choisir d'un claquement de doigts un club, une franchise où tu aurais la possibilité de t'entraîner ou de jouer ne serait-ce qu'un match avec les joueurs de ce dernier, qui choisirais-tu et pour une sélection nationale? Alors en France, moi j'aimerais bien l'UBB parce que j'aime bien leur jeu, j'aime bien leur pack qui est très soudé, qui est pas forcément fait avec des grandes stars mais qui je trouve évolue bien ensemble, il y a une bonne coordination entre eux et en tant qu'avant ça a l'air d'être chouette de jouer avec eux. Mais sinon en termes de grosse équipe, ce serait plutôt le Leinster, je pense que ça doit être incroyable de jouer là-bas, ça a l'air d'être très pro, très carré, chaque joueur doit savoir où il se place, etc. Ça doit être hyper intéressant de voir comment ils s'entraînent. Et concernant une sélection nationale, bah le 15 de France évidemment, et sinon dans une moindre mesure l'Écosse, j'aimerais bien, ouais. Est-ce que tu trouves que le top 14 est ennuyant? Tous ces matchs font que les équipes prennent peu de risques à chaque match. Eh bien non, pas du tout, je pense que même que c'est le meilleur championnat à suivre en termes de suspense, en termes d'enjeu, je trouve que c'est vraiment la compétition la plus intéressante. Chaque année il y a des surprises, ça bataille en haut de tableau
pour la qualification, ça bataille en bas pour le maintien. Et jusqu'à la dernière journée, on peut avoir des surprises. Donc non, je pense que c'est un championnat qui est hyper équilibré. Puis je trouve que le niveau de jeu s'est nettement amélioré depuis quelques saisons. On voit beaucoup plus de choses intéressantes et plaisantes à regarder. Penses-tu que Virimi Vakatawa sera remplacé en équipe de France et quel rôle vois-tu exercer Vakatawa dans le club du Racing? Alors oui, c'est certain, il va être remplacé. D'ailleurs, il était déjà un petit peu remplacé parce qu'il n'était pas à son pic de forme ces 2 dernières saisons. Donc notamment, il avait été remplacé par Moefana, Danti et Vincent qui avaient plutôt très bien assuré l'intérim. Et ensuite, pour sa carrière d'entraîneur, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se reconvertisse, je le verrais bien entraîneur des skills pour assister les joueurs dans leur prise d'appui et notamment dans leur passe après contact. C'est vraiment 2 domaines où il était un expert. La Coupe du Monde est maintenant dans pile 1 an et comment la sens-tu? Penses-tu qu'il y aura des surprises comme le Japon qui avait gagné contre l'Afrique du Sud? Et si c'est le cas, est-ce que tu penses qu'il faudra se méfier de nations comme la Namibie ou l'Uruguay? Alors non seulement je pense qu'il y aura des surprises, mais j'espère qu'il va y en avoir. Je pense que le Japon et l'Argentine peuvent tenter quelque chose face à l'Angleterre. Je pense que il y a un truc à jouer dans cette poule. Je pense aussi que les Fidji peuvent espérer mieux qu'en 2019 où c'était un petit peu saboté, notamment dans une poule où je pense que le Pays de Galles peut être prenable, ils sont un petit peu en dessous en ce moment les Gallois, donc il y a quelque chose à tenter à mon avis. Et évidemment qu'il faut se méfier de la Namibie et de l'Uruguay, sur le papier c'est quand même des nations bien en dessous de nous, mais on connaît tous ces matchs où on s'est un peu chié dessus, notamment France-Tonga 2011, on se souvient ouais. Fabien Galtier a-t-il toutes les clés pour mener la France au sommet? Sur quels axes l'équipe pourrait encore progresser et quel danger pourrait guetter son évolution? Merci. Alors toutes les clés je sais pas, moi je suis pas un professionnel de l'entraînement, je suis pas un ancien joueur etc. Donc mon avis va être très subjectif. Je pense pas qu'il sache tout, Galtier, je suis pas sûr que ce soit l'entraîneur parfait, par contre c'est l'entraîneur qu'il nous fallait pour relancer l'équipe de France. On voit qu'il a vraiment mis le doigt sur des axes de progression, qu'il a mis des indicateurs de performance qui permettent un petit peu de jauger notre évolution, et pour l'instant il le fait plutôt bien. On est 2e mondiaux, on a 78% de victoires, donc ce qui est le plus haut depuis la Coupe du Monde, on est les meilleurs là-dedans, et je pense jusqu'à présent qu'il a trouvé les clés pour nous mener à la victoire. Après au niveau des dangers qui peuvent affecter le 15 de France, pour moi, le principal, c'est les blessures. Là, on est à 1 an de la Coupe du Monde, mais un petit peu dans le money time. Et je pense que tous les week-ends, on va serrer les fesses pour espérer que Dupont se pète pas, que Ntamak se pète pas. Et sinon, après, je sais pas, en tant que danger, peut-être une embrouille au sein de l'équipe, mais je pense que le groupe est plus fort que ça, quoi. Et ça va faire écho avec la prochaine question. Penses-tu qu'il serait important d'aménager l'emploi du temps des cadres du 15 de France en vue de la Coupe du Monde 2023? Donc déjà, merci pour ta question et merci pour le soutien. Et oui, je pense qu'il faut aménager l'emploi du temps des cadres de l'équipe de France. On le voit déjà, il y a eu pas mal de blessés au dernier week-end. Kroos qui est forfait pour la tournée, il y a Ntamak qui s'est touché à une cheville, on a encore Baye et Ficou qui sont sur le côté de la touche pour l'instant. Donc oui, je pense qu'il va falloir qu'on gère un petit peu ça pour éviter de se retrouver à poil lors de la Coupe du Monde. Même si on a un énorme vivier, il y a quand même des joueurs qui restent importants dans le groupe et qu'on peut pas remplacer comme ça d'un claquement de doigts. Pour quelle raison as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors très bonne question, moi j'ai commencé en 2018, en août précisément. À l'époque ça faisait déjà 1 an que je réfléchissais à une manière de me lancer sur YouTube parce que j'avais envie d'essayer et parce que j'aimais bien le rugby, j'avais envie d'en parler. Je me souviens que je suivais beaucoup de vulgarisateurs scientifiques et historiques sur YouTube et je me disais c'est dommage qu'on ait pas ça dans le rugby parce que bah, c'est un super sport et il y en a en foot, il y en a en basket mais il y en a pas dans le rugby, en tout cas pas très connu, et je me disais qu'il y avait un créneau à prendre et du coup je me suis lancé. Voilà. Qui est selon toi le meilleur joueur de tous les temps? Si je devais être objectif, je pense que c'est Dupont. Alors c'est pas forcément le meilleur neuf, dans le sens où il est pas, c'est pas celui qui a la meilleure passe, c'est pas celui qui a le meilleur pied, etc. Mais en termes de rugbyman pur, pour moi c'est le meilleur parce qu'il est excellent partout. Rapide, puissant, il plaque, il gratte, il a un pied, il a une passe, il a une vision de jeu incroyable. Je pense qu'il y a pas mieux que lui dans l'histoire du rugby. Et à mon avis, on se rend pas bien compte encore du bonhomme que c'est, et quand il va raccrocher les crampons, là on se dira, ouais, on n'aura pas ça de sitôt quoi dans le rugby. Est-ce que la Coupe du Monde 2023 sera l'occasion de se faire des rencontres abonnées, et est-ce que tu te mouilles sur un prono? Alors j'aimerais bien faire une rencontre abonnée, pour l'instant j'ai rien de prévu, mais je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire un de ces 4, et peut-être même avant la Coupe du Monde, peut-être pour les 6 nations prochains, faut que je vois ce que je peux faire, mais ça me tente très bien, ouais. Et pour un prono, je pense qu'on peut monter un petit peu le truc. Moi je verrais bien une victoire du genre 25-16 contre les Blacks en ouverture. Pourquoi le rugby sait se renouveler dans ses règles et son arbitrage plus facilement que le foot par exemple? Déjà parce qu'il en a besoin. Il en a besoin parce qu'il y a des règles qui sont obsolètes, il y a des règles qui ont besoin d'être créées
pour rendre le jeu plus fluide, plus agréable à regarder et surtout plus sûr pour ses pratiquants. Et aussi parce qu'il y a tellement de règles qui sont pas forcément toujours appliquées qu'en fait on peut faire évoluer ça. Les arbitres le font déjà tous les week-ends parce qu'ils sifflent pas toutes les fautes, parce que sinon ils passeraient leur temps à siffler et il y aurait plus du tout aucun rythme. Donc par rapport au foot où il y a peu de règles, elles sont très simples, mais elles sont toutes constitutives du jeu. Si t'en enlèves une, tu dénatures complètement le sport, alors qu'au rugby, c'est beaucoup plus modulable, je pense. Parleras-tu de rugby à 13? Un jour, oui, sûrement, pour expliquer un petit peu son parcours et son histoire fratricide avec le rugby à 15, mais en tant qu'analyse de match, déjà, je suis pas assez le rugby à 13, je regarde quand je tombe dessus, mais je suis pas du tout un supporter de rugby à 13, je m'y connais pas assez, donc je pense pas être assez calé sur le sujet. Pour toi, qui est le meilleur demi d'ouverture, à part Carter, depuis 2000? En termes de palmarès, je pense que c'est Jonny Wilkinson, en termes d'impact sur le jeu, sur comment il a porté une nation quasiment à lui tout seul, ouais, c'est Wilkinson. Sinon, le Boden Barrett des années 2016-2018 était juste injouable, et je pense que la Nouvelle-Zélande doit regretter un petit peu de ne pas avoir plus capitalisé là-dessus. On voit qu'en Océanie, le 15 se dépopularise au profit du 13. Ne penses-tu pas que le rugby à 15 ait besoin d'une restructuration, autant au niveau des règles et du jeu, que de l'organisation des championnats et des équipes? Alors c'est une grosse question, j'ai pas forcément toutes les clés en main pour te répondre. En tout cas, je pense que l'intégration des deux équipes du Pacifique, donc Fijian Drua et Moana Pacifica au sein du Super Rugby cette saison, a été un grand bol d'air pour cette compétition. Et qu'en plus, ça a fait beaucoup de bien à ces nations du Pacifique, parce que ça évite que les joueurs soient pillés en Europe ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie, et ils peuvent rester en fait au sein de leur province. Et je pense que c'est assez important pour mettre en valeur le rugby de là-bas et leurs joueurs. Et en plus, ils jouent bien, ils apportent du jeu, ils apportent de la puissance, ils apportent un vrai défi pour les autres équipes, et je pense que c'est une très très belle première saison pour ces deux provinces. As-tu des événements prévus pour la Coupe du Monde de l'an prochain? Alors des événements, non pas vraiment, rien de concret en tout cas. C'est pour ça que j'aimerais profiter de cette année pour accélérer le pas, gagner en audience, gagner en qualité vidéo, pour jouer un rôle plus concret au sein de la Coupe du Monde, j'aimerais bien. Ouais. Comment es-tu rentré dans le rugby et est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'intéressent? Bah comme Richie Mako, je suis rentré sur le côté. Ouais bon, elle est facile celle-là. Non, plus sérieusement, mon grand-père et mon grand-oncle y ont joué. Et dans la famille, on a toujours été plutôt rugby. Et en fait, mes petits frères, ils y ont joué aussi. Et donc, je me suis mis vraiment sérieusement au rugby à l'âge de 14 ans. Et il n'y a pas vraiment d'autres sports qui me passionnent autant que le rugby. Je me vois pas parler d'autres sports que le ballon ovale. Donc voilà, j'ai pas d'autres sports qui me transcendent à ce point-là. Qu'en est-il de la professionnalisation du rugby féminin en France, en Europe, dans le monde? L'Angleterre y est passée, il serait logique que d'autres nations suivent. Si t'avais des infos, vous pouvez creuser le sujet, merci. Alors j'aborde un petit peu le sujet dans ma vidéo sur le crunch féminin justement. L'Angleterre domine largement le rugby mondial depuis qu'elle est passée pro. Là elles ont encore mis une tollée aux Galloises en match amical, 73 à 3 je crois, je sais plus. En France on n'est pas très loin derrière, il y a des joueuses qui sont pros, d'autres qui sont semi-pro. Et c'est pas encore harmonisé, mais il y a des équipes comme Montpellier qui dominent le championnat. Et à mon avis, ça serait logique que d'autres nations suivent. Après, financièrement, je suis pas sûr que toutes les fédés aient pour l'instant les moyens de se lancer là-dedans, ou en tout cas, n'aient l'envie de mettre les moyens pour se lancer là-dedans. Parce que c'est aussi une question de ça, à mon avis. Parce qu'on a vu que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud ont accumulé pas mal de pertes financières à cause du Covid. Elles sont pas en très très bonne santé financièrement. Donc je pense qu'un passage global au professionnalisme pour les filles, ça va se faire, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais j'espère me tromper. Bonjour, je voulais te demander si tu avais déjà joué au rugby, si oui, quel poste tu jouais, et quel est ton meilleur souvenir. Bon alors je pense que beaucoup le savent maintenant, mais je joue plutôt 3ème ligne, des fois 2ème, mais plutôt 3ème ligne. Et mon meilleur souvenir, c'est sûrement la finale et la montée en Fédéral 3 l'an dernier avec mon club de Lille. On est monté en Fédéral 3 et la saison commence ce week-end face à Aulnay-sous-Bois. Sinon j'ai aussi plein de super souvenirs de ma saison passée en Écosse, et j'aimerais vraiment trop pouvoir rejouer là-bas. Penses-tu que la tournée d'automne peut nous faire encore grandir, notamment l'Afrique du Sud, qui est l'une des meilleures équipes du moment? Alors carrément, l'Afrique du Sud ça va être une grosse équipe, c'est la dernière équipe majeure qu'on n'a pas affrontée depuis que Galtier est aux manettes. Donc ça va être un vrai test, surtout devant et dans la gestion tactique, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup au pied pour mettre sous pression. Mais je pense aussi que l'Australie ça va être un sacré morceau. Il faut un rugby championship assez constant pour l'instant. Et là ils ont fait une grosse boulette face aux Blacks ce jeudi, mais on voit que c'est une équipe qui, dès qu'elle se met en confiance, est très dure à arrêter. Donc maintenant à nous de pas les sous-estimer non plus. Cela fait de nombreuses années que l'on parle de modifier le calendrier du rugby français pour s'adapter aux exigences du rugby moderne. Que penses-tu de l'idée de créer un top 20 en 2 poules plutôt qu'un top 12? Alors je suis assez d'accord avec toi, je pense que le championnat actuel du top 14 est beaucoup trop long et beaucoup trop éprouvant, surtout pour les joueurs qui sont internationaux, qui jouent les Coupes d'Europe, qui jouent les phases finales.
Ça fait beaucoup trop de matchs à enjeu en plus à disputer chaque saison, et je suis persuadé que le corps n'est pas fait pour durer à une telle intensité. Donc ouais, un top 20 en 2 poules de 10, ça pourrait alléger les calendriers, et surtout ça pourrait permettre à des équipes qui font un peu l'ascenseur entre la Pro D2 et le top 14 de mieux se stabiliser et de pouvoir disputer des matchs plus à leur niveau quoi. Quels sont tes projets à court, moyen et long terme pour la chaîne? J'ai gardé cette question pour la fin parce qu'en fait je voulais déjà vous en parler, parce que j'ai pris des décisions vis-à-vis de ce que va devenir la chaîne Lovalist, en tout cas d'ici un an, et donc je vais devoir prendre un petit peu de temps pour expliquer la situation. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais un petit peu mettre à plat pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui va se passer. J'ai 24 ans, je viens de finir mes études et je me suis donné pour objectif de développer Lovalist au maximum pendant un an. Et pour mener ce projet à bien, il faut que j'ai du temps. La chaîne, les réseaux, etc. ça me prend facile 20 heures par semaine lorsque je fais une vidéo par semaine, et ça peut monter à 30, 40 lorsque c'est des vidéos plus importantes ou que je veux accélérer un petit peu le rythme. Donc je peux vraiment pas avoir un job à temps plein avec des responsabilités à côté, ce serait tout simplement invivable, c'est pas ce que je me souhaite. Cette année par exemple, c'est ce que je faisais, j'étais en stage de janvier à juillet, donc c'était 35 heures, et ça m'allait vraiment pas parce que j'avais l'impression de pas avoir le temps pour me consacrer pleinement à la chaîne, alors que je sentais qu'il y avait des choses qui commençaient à démarrer et que je pouvais faire mieux que tout simplement faire des petites vidéos dans mon coin. Et ça me saoulait vraiment d'aller au boulot, de pas trop m'éclater, alors que j'avais envie que la chaîne passe un cap. J'avais donc assez peu de temps pour faire mes vidéos, en plus je m'entraînais au rugby en même temps, du coup des fois je montais jusqu'à 1h du matin, par exemple durant le tournoi Destination, alors que je devais faire en sorte que la vidéo sorte pour le mercredi au plus tard. Et en fait toute la journée sur mes pauses, j'écrivais la vidéo, le soir je continuais de l'écrire, je la tournais si je pouvais, le mardi soir je montais avant d'aller à l'entraînement, j'allais à l'entraînement, je revenais à 22h, 22h30, je mangeais en vitesse, je remontais, et je continuais le montage le mercredi soir pour mettre en ligne la vidéo. Et ça c'était pas très vivable à long terme en fait, je me rendais compte que je m'épuisais, et en plus j'étais même pas satisfait de la qualité de mes rendus, parce que forcément je faisais tout à la va-vite pour que ça sorte le plus rapidement possible, et c'est pas quelque chose qui me plaît en fait de travailler comme ça. J'étais pas satisfait de ce que je faisais, j'étais pas satisfait parce que j'avais pas de temps pour moi, donc vous comprenez que c'était pas du tout optimal pour moi. Le choix qui s'est imposé à moi, c'était donc soit en premier lieu je trouve un job pour en vivre tout simplement, et j'arrête YouTube, ou alors je fais une vidéo tous les 2 mois lorsque j'en ai le temps, soit je décide de développer la chaîne le plus possible, mais par contre, j'ai pas d'activité autre à côté, et je me consacre quasiment qu'à ça. J'ai choisi la seconde option, mais j'ai aussi décidé d'être embauché dans mon club de rugby en tant que service civique, déjà pour aider ce club qui m'a très bien accueilli, qui a un très beau projet auquel je crois, mais aussi pour maintenir un petit peu de vie sociale, parce que YouTube c'est un exercice qui est très solitaire, je fais tout seul, donc je reste 90% de mon temps chez moi à faire mes vidéos, et c'est un petit peu barbant à force d'être tout le temps chez soi et de pas avoir de collègues ou quoi. Et enfin, le but c'était d'avoir un minimum de revenus. Le service civique c'est payé 580, c'est pas grand chose, mais je peux pas cracher dessus parce que la chaîne n'est pas du tout rentable. Et comme le service civique c'est environ une vingtaine d'heures par semaine, ça me permet de me dégager du temps pour faire davantage de vidéos. Et une autre composante qui rentre en compte dans ce choix, c'est la chance d'avoir des parents qui me comprennent et qui apprécient mon projet et qui me soutiennent financièrement en acceptant de continuer à payer mon appart pendant encore un an. Si j'avais pas cette garantie là, j'aurais sûrement pas continué YouTube, je pense. Je sais que toutes les familles ne peuvent pas faire ce genre d'effort, et donc je leur suis extrêmement reconnaissant. Et en contrepartie, bien évidemment, je dois faire en sorte que la chaîne devienne de plus en plus rentable et que je puisse m'émanciper de plus en plus financièrement par rapport à eux. Maintenant que c'est posé, mes objectifs sont les suivants. Le premier, c'est de gagner en abonnés sur YouTube. Je me suis fixé 30 000 abonnés avant la fin de l'année, alors si vous l'êtes pas encore, faites-le, c'est gratuit et c'est hyper important pour continuer à développer la chaîne. Avec 30 000 abonnés, on aura presque de quoi remplir le stade de Chabandelmas. Deuxième objectif, c'est qu'en parallèle de YouTube, je développe une activité d'intervenant en séminaire. Je m'explique. En ce moment, je recherche des entreprises qui sont en phase avec les valeurs du rugby et qui seraient intéressées par mon profil pour que je vienne animer au sein de leurs équipes des courtes séances en rapport avec le rugby, des courtes séances pédagogiques pour que leurs équipes comprennent mieux ce que c'est que le rugby. Donc si vous êtes dirigeant, si vous êtes DRH ou autre chose, il y a mon mail qui est disponible dans l'onglet à propos de la chaîne, et contactez-moi pour qu'on puisse en parler. Troisième objectif, c'est de faire une vidéo par semaine ou plus, chose que j'arrive à tenir pour le moment et je trouve ça assez stimulant. Je me lance aussi sur TikTok et Instagram avec des formats plus courts. C'est sympa, il y a une petite communauté qui commence à se former, donc venez me rejoindre. Quatrième objectif, faire des vidéos plus ambitieuses, des interviews, etc. En gros, sortir de ma zone de confort, sortir de mon appart pour avoir davantage d'interactions. Je suis actuellement en contact avec un manager d'une grosse écurie de top 14. Je vais pas vous dire qui c'est parce qu'il n'y a rien de certain pour le moment, mais il y a moyen qu'on se rencontre dans les prochains mois,
et qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc j'espère que ça va se faire. Et vous en saurez plus très prochainement si ça se fait. Dernier objectif, évidemment, c'est mon but ultime, c'est de prendre part à la Coupe du Monde 2023, soit en étant invité directement par l'équipe de France ou par l'organisation, soit en étant invité en tant qu'influenceur par un des sponsors de la compétition, soit en faisant tout de manière indépendante, même si là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc c'est un projet qui je trouve personnellement hyper stimulant, même si pour l'instant je suis un peu dans un entre-deux bâtard où la chaîne commence un petit peu à m'apporter des opportunités, mais pas encore assez pour vraiment en vivre, et donc le but c'est d'en sortir le plus vite possible et de faire en sorte que je puisse être de plus en plus autonome. Et cette transition, vous le savez sûrement, elle peut se faire que si vous adhérez au projet, que si je suis mis en avant par l'algorithme grâce aux likes, grâce aux abonnements, grâce aux commentaires, etc. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que vous l'avez remarqué, j'insiste pas mal, de plus en plus même, sur l'importance du like, l'importance des abonnements, l'importance de me suivre et de me partager, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre sur YouTube, et que sans ça, en fait, je ne peux pas exister. J'aimerais bien aussi créer un Discord sur lequel la communauté pourrait se retrouver et interagir entre elles. Personnellement, je suis pas assez calé sur ce sujet, je sais pas vraiment comment gérer tout ça, donc si jamais vous vous y connaissez, que vous avez envie de m'aider là-dessus, il y a toujours mon mail, donc qui est toujours disponible dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube, et si vous y connaissez et que vous avez envie de m'aider, bah envoyez-moi un mail et je serai vraiment très chaud pour avoir des conseils. Donc voilà dans les grandes lignes mon projet et mes objectifs pour l'année qui s'annonce. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je rappelle qu'il y a aussi des FAQ plus anciennes qui peuvent aussi répondre à vos interrogations. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais je le rappelle, le like, le commentaire, le bouton s'abonner, c'est hyper important. Il y a aussi le bouton merci et la page Utip pour ceux qui ont envie de me soutenir financièrement. D'ailleurs, merci à tous les donneurs et à tous ceux qui me suivent financièrement là-dessus, et tout don, aussi petit soit-il, est toujours le bienvenu. Merci à tous et à toutes pour vos questions, j'ai été ravi de pouvoir y répondre. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.